45 minutes pendant lesquelles on va vous parler d'innovation. Alors l'innovation, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Enov, c'est un peu notre deuxième sport favori. On fait beaucoup d'études chez Enov forcément, mais l'innovation, c'est quelque part notre capacité à réinventer le métier, à innover. Donc on aime quelque part innover, alors à la fois avec vos clients et puis avec vous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter en fait une innovation qu'on a initiée il y a déjà quelques mois et qui est le fruit d'un travail avec nos partenaires de Retail VR. Une innovation en fait qui finalement va nous permettre de peut-être de vous plonger aujourd'hui dans une expérience finalement assez virtuelle, mais vous allez voir qu'elle n'est pas que virtuelle, elle sera quelque part bien réelle, une vraie expérience de shopping, une vraie expérience shopper. Donc c'est le fruit vraiment d'un travail, d'une collaboration assez étroite entre deux experts. On va vous raconter tout ça. Promis, hein, on va vous montrer concrètement comment tout ça fonctionne, mais en guise d'introduction, ce qu'on voulait, c'était aussi vous expliquer le pourquoi et le comment. Voilà, pourquoi finalement cette innovation est née et comment en fait elle a vu le jour. Et finalement, vous allez voir que vous allez retrouver des choses que vous connaissez bien. Pour commencer, finalement, on va partir d'un constat qui est qu'aujourd'hui, vos clients, les consommateurs, finalement, prennent des décisions qui ne sont pas toujours très rationnelles. Parce qu'on ne vous apprend rien. On sait que les comportements de consommation sont quand même drivés à la fois par ce qu'on appelle le système de pensée 2, qui est finalement une manière assez consciente, assez réfléchie, assez lente. Voilà, les décisions peuvent être drivées par ce système de pensée, mais dans les faits, une grande partie de nos décisions, finalement, sont drivées par des réflexes qui sont beaucoup plus instinctifs, qui sont beaucoup plus rapides, et finalement qui ne laissent pas trop de part à la réflexion. Ça, c'est particulièrement vrai quand on traite des comportements de consommation de tous les jours, voilà, qu'on soit sur des parcours clients, qu'on soit sur du repérage face au rayon, qu'on soit sur des processus de décision en linéaire. C'est vrai que les décisions, finalement, sont très instinctives. On parle souvent de pilotage semi-automatique, à la fois parce que le consommateur souhaite gagner du temps, voilà, et puis parce que quelque part, il a un peu une aversion de l'effort. Donc, par simplicité, il se laisse conduire, il se laisse porter par ses habitudes. Ça, c'est une réalité finalement de comportement. On retrouve aussi ce comportement en fait quand on arrive sur des sujets finalement, des arbitrages qui intègrent finalement la notion de bon, de bien, de mieux. On se rend compte finalement qu'on arrive à des décalages qui peuvent être assez importants entre les intentions finalement que peuvent nous déclarer les consommateurs, vos clients, et finalement leur comportement. Alors non pas que finalement on ait affaire à des problèmes de double personnalité, mais on a plutôt finalement un phénomène de décalage. Alors décalage en intensité ou décalage dans le temps, parce que finalement ce que souhaite ou ce que voudrait finalement le consommateur et on se retrouve finalement confronté à justement ce comportement qui est très réflexe, voilà, qui est très automatique. Et donc finalement, on arrive parfois à des syndromes de décalage qui peuvent être assez importants. Et on l'a bien vu depuis un an, où finalement, des aspirations très fortes, déclarées, en tout cas ressenties par les consommateurs, se traduisent pas forcément de manière aussi marquée lors de leur comportement face au rayon. Alors, partant de ce principe, on a une conviction qui est assez forte, c'est qu'il faut être capable de proposer finalement une expérience d'étude qui soit la plus immersive possible pour être la plus proche, en quelque sorte, la plus proche du réel, la plus proche de ce que vit finalement le consommateur dans son quotidien. Alors derrière cet objectif d'expérience immersive, en fait, on a deux enjeux. Le premier, c'est d'être capable de collecter finalement plus de données comportementales. Voilà, être capable justement de s'appuyer sur ce que font vos consommateurs, sur ce que font les clients, en plus de ce qu'ils disent, et ne pas être uniquement basé justement sur quelque part des intentions, ou en tout cas des perceptions, et de se baser finalement sur des données fiables, donc comportementales. L'autre enjeu finalement derrière cette expérience d'étude plus immersive, c'est finalement d'être capable de proposer au répondant, finalement à celui qui participe à l'étude, un contexte finalement qui soit plus proche de la vraie vie, avec comme objectif en arrière-plan de finalement permettre finalement à un participant de garder sa casquette de consommateur comme dans la vraie vie. Voilà, donc c'est quelque part un peu le statut de répondant qu'on veut essayer de limiter et vraiment essayer de reconstituer quelque part un contexte d'étude où le répondant, en quelque sorte, se comporte comme il le ferait au quotidien.
Donc ça, c'est vraiment quelque part la conviction forte qu'on partage et qui nous a amené finalement à réfléchir à d'autres méthodologies. Alors, il y a une méthodologie finalement qui répond à ces enjeux, hein, c'est de se dire qu'on peut faire des études, on peut aller étudier les comportements de consommation en physique, on va dire dans la vraie vie. Pour autant, on ne peut pas tout faire, en tout cas, on ne peut pas tout bien faire, on va dire, en physique. Souvent, les études en présentiel, en physique, sont longues et coûteuses. Si on parle de tests de packaging, de tests de merchandising, de tests de produits, on va dire, en réel, il y a tous les temps de développement, il y a les coûts de conception maquette, il y a des enjeux logistiques. D'un point de vue études, c'est des études qui sont forcément un petit peu plus coûteuses du fait des recrutements sur site. Et un point qui n'est pas négligeable sur certains projets, c'est quand même on va dire, une notion de gaspillage avec beaucoup de développement produit, beaucoup de frais liés justement à l'installation en physique avec un impact écologique qui peut être non négligeable. Au-delà de, on va dire, un peu la barrière ou ces limites qui sont liées au temps et au coût, on se rend compte qu'on a quand même souvent trop de compromis méthodologiques à faire. Le premier étant, quand on est sur une étude qui va se réaliser sur un point de vente en particulier ou sur un rayon spécifique, d'être finalement assez tributaire, en tout cas assez exposé à la zone d'étude, au lieu de l'étude, à la fois sur finalement ce qui peut typer un peu la zone de chalandise, ça peut être aussi l'impact, on va dire, de l'environnement concurrentiel, qui sont des vrais biais d'études qu'on a beaucoup de mal à maîtriser dès lors qu'on ne réalise pas en général une étude sur l'entièreté finalement d'un territoire. L'autre limite, et là c'est un peu plus pointu, un peu plus étude, mais c'est une réalité, hein, c'est que souvent on se limite finalement dans la personnalisation des conditions de test, c'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher à moyenniser en quelque sorte le contexte d'études en physique, en choisissant une implantation type dans une seule enseigne avec un seul niveau de prix, si possible sans promo. Je pense que ça c'est des choses qui vous parlent bien. Et donc au final, on va dire qu'on perd quand même en finesse, en granularité, principalement pour des raisons de praticité, de coût aussi, et on est plus le reflet d'une moyenne, mais d'une moyenne qui n'existe pas forcément. Voilà. Et l'autre limite finalement d'études en présentiel va être quelque part l'impossibilité ou les limites qu'on peut avoir dans des approches itératives, dont on connaît les vertus, hein, d'avancer vite, d'avancer bien. C'est des choses qui sont quand même beaucoup plus compliquées. Bien sûr, on passe, on va dire, les contraintes depuis un an, où effectivement faire des études en présentiel est particulièrement compliqué, sauf à être capable de cibler vraiment les périodes de déconfinement ou en tout cas d'apaisement. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, un certain nombre d'éléments qui nous ont amenés à réfléchir à une nouvelle solution qui est à la fois qui propose des bénéfices donc pour les consommateurs, pour les clients finaux quelque part, pour vous les marques, mais aussi en termes d'études. Alors comment est née finalement cette nouvelle solution? Aujourd'hui, finalement, on vous parle aussi de la rencontre de deux mondes, deux expertises. L'expertise de l'Insight, incarnée par donc Enov, un cabinet d'études marketing spécialisé sur les problématiques d'innovation, entre autres, avec 80 experts des comportements de consommation de l'Insight. Et finalement, on la rencontre avec un acteur de la retail tech, donc partenaire de Retail VR, qui ont vraiment une expertise très pointue sur la 3D et le virtuel. De là est née finalement une nouvelle solution avec une promesse qui est vraiment d'être capable d'offrir des expériences d'études qui soient donc plus immersives, plus réalistes à vos clients, et avec comme finalité vraiment la possibilité d'avoir des réponses qui soient plus fiables et plus prédictives. C'est vraiment cette promesse qui est au croisement de cette nouvelle équation, de cette nouvelle solution qu'on va vous présenter. Très concrètement, on va vous inviter à plonger finalement dans la peau d'un shopper avec des, entre guillemets, vraies expériences de shopping. Bonjour à tous, alors je suis ravi d'être là. Merci Lambert pour le passage du flambeau. Donc moi je représente la Retail Tech. Waouh, c'est quand même un sacré enjeu. Hein. Retail VR, nous sommes une start-up. Nous avons fêté nos 3 bougies cette année. Nous nous positionnons comme un éditeur logiciel. Le but de Retail VR, c'est de pouvoir accélérer les ventes et les processus métiers vraiment pour les acteurs du retail. Parmi nos clients, nous avons autant des industriels tels que Nestlé, Bell, Lactalis et ainsi de suite, ou alors plutôt des retailers comme Intermarché, But et consorts.
Aujourd'hui, notre motto à nous, c'est de pouvoir aider justement sur l'ensemble de la chaîne de valeur du processus, on va dire, marketing, commerce, depuis l'étude de marché. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être avec des grands professionnels comme Enov pour proposer justement une offre bien packagée sur les études de marché. Mais après, on s'occupe aussi de tout ce qui va être accélération des plans de revente aux comptes clés, aux enseignes, jusque sur le terrain, très concrètement, le vendeur terrain ou l'expertise terrain, on peut accompagner jusque-là. En une seconde, vraiment, avant de vous montrer une petite vidéo, notre volonté, c'est de vous accompagner dans le passage de la 2D à la 3D. Finalement, l'histoire qu'on essaye de construire avec nos clients, c'est de dire, le PowerPoint, c'est génial, mais vraiment, on peut passer à autre chose. On peut maintenant aller dans des expériences qui soient plus immersives, plus convaincantes, plus proches de la réalité que simplement un PowerPoint qui a encore de belles années devant lui, encore, j'imagine. Donc, si tu veux lancer la vidéo, Lambert, alors je vais partager avec vous une première vidéo pour des questions pratiques. C'est un enregistrement vidéo, mais tout ce que vous voyez là, en fait, moi, j'ai tout simplement capturé mon écran d'ordinateur. Ici, on est dans un environnement qui est full 3D, 3D haute définition. Alors, vous voyez peut-être pas la haute définition parce qu'avec le streaming, le fait d'avoir enregistré, ça ressort peut-être un petit peu moins bien, mais quand vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes vraiment sur de la 3D haute définition. Vous naviguez hyper librement dans le magasin sans aucune contrainte. Ici, on a reconstitué un magasin 3D qui est un Leclerc. On a une attention toute particulière sur, on va dire, l'ensemble de la démarche merchandising catégorielle. Tous les rayons sont remplis. Du pet food aux eaux. Vous avez les petites banderoles promo, les 20% tickets Leclerc. Et donc, vous avez une navigation qui est hyper fluide et hyper réaliste dans cette première vidéo, dans laquelle on va pouvoir modéliser, pour un industriel par exemple, ses propositions de planogramme, d'organisation merchandising de ces éléments. Ici, on est sur des bons yaourts et des bonnes crèmes glacées. Voilà. Donc ça, c'est un premier environnement qui est finalement la coque qui va permettre de pouvoir diffuser après les études. Ça, on peut passer du coup. J'en profite pour vous montrer un deuxième environnement. Là, tout à l'heure, je vous ai montré un environnement complètement 3D. Ici, on est dans un environnement qui est différent. C'est un environnement photoréaliste. Donc, c'est une captation à 360 degrés qui a été faite ici dans un Monoprix. Et ça peut être fait dans n'importe quel endroit. Des stations-service, des stations essence, des magasins de bricolage, des magasins de vêtements. Vraiment, on en fait partout, en France et à l'étranger. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on nous a demandé d'aller faire des captures à Singapour pour un magasin de vente de parfums. Donc ici, on est dans un environnement qui est totalement photoréaliste. Vous vous déplacez avec la souris en cliquant tout simplement sur les petits pas au sol, un petit peu comme une visite virtuelle, comme on voit sur Google Street View, où vous savez, vous avez les visites virtuelles dans les appartements. Donc c'est vraiment la même technologie qui va être uploadée sur notre plateforme et qui va permettre par la suite de pouvoir être réutilisée. Là, encore une fois, j'assiste sur 2-3 points clés. Le but ici, c'est de mettre à disposition des environnements dans lesquels, en fait, les contextes d'études seront les plus favorables possibles. Derrière, on va pouvoir les augmenter. On va vous montrer ça par la suite. Les déplacements sont simples. On est en très haute définition sur ces produits-là, enfin sur cette technologie-là. Ce qu'on peut ajouter, Alban, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu entre guillemets, cette technologie, c'est que là, on n'a pas besoin de casque. Pas besoin d'une connexion très haut débit. On peut faire ça de chez soi. Et bon, quelque part, là, vous vivez le parcours de quelqu'un d'autre. Mais quand c'est vous qui, finalement, êtes acteur de votre mouvement, il y a une fluidité et une immersion, enfin, comme on le ressent là dans le Monoprix, qui est assez bluffante.
voilà, qui est vraiment, on va dire, très, très proche, très immersive par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à une vraie expérience Mmh. de shopping, une vraie expérience d'achat. Tout à fait, oui, aucunement besoin de casque, et dans certains contextes, c'est même disponible directement sur smartphone. Donc on vous a quelque part plongé vraiment dans l'expérience de shopping et dans l'expérience virtuelle, avec, on le voit là sur un Monoprix, on va dire qu'il y a une mise en place qui est relativement simple d'un point de vue technique, à la fois, simple et rapide pour une mise en œuvre dans le cadre d'une étude. Donc c'est vrai qu'on va revenir là-dessus à travers des use cases, mais vraiment garder à l'esprit la facilité de mise en place, dès lors finalement qu'on a une source, donc que ce soit une source réelle, hein, un magasin réel, ou sur le cas précédent, dès lors qu'on a un modèle de magasin quelque part à concevoir. Donc c'est des choses qui sont finalement assez faciles à mettre en œuvre pour un résultat final qui est quand même assez bluffant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat, voilà, par rapport à la technologie, par rapport voilà, Mmh. on va dire, au moteur, hein, à ce qui se cache derrière ce sujet-là. On est là pour répondre à vos questions. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller sur finalement l'application dans le cadre d'études de cette nouvelle technologie. Donc, on voit bien les bénéfices pour le participant, hein, de vivre une expérience qui est quand même très proche du réel. Deuxième bénéfice pour vous, c'est la facilité de mise en œuvre, hein, soit par rapport à des plans merch, soit par rapport à un nouveau concept store. Le troisième bénéfice, et c'est celui sur lequel on va rentrer maintenant, ça va être les bénéfices justement en termes d'études. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de plus précis justement avec toute cette technologie. Donc ça, c'est tout l'art de finalement croiser la retail tech et l'expertise de l'insight avec des dizaines d'études vraiment à la fois sur mesure qui reprennent finalement, on va dire, les bonnes pratiques voilà, des études comme on aime les réaliser en intégrant justement ces nouvelles solutions. Alors, on va vous présenter trois use cases, finalement, qui représentent quelque part le champ des possibles avec ces nouvelles solutions. Si vous voulez, il y a deux grands types d'études. Il y a tout ce qui relève finalement des problématiques produits ou merchandising, voilà, où on peut tester un nouveau mix, une nouvelle PLV, une nouvelle implantation, que ce soit grâce à la réalité virtuelle ou pas, mais c'est vrai que souvent c'est en réalité virtuelle. Et l'autre champ d'application, c'est vraiment sur des nouveaux concepts retail, des nouveaux espaces de vente, des espaces d'accueil client qui souvent peuvent être capturés en réalité augmentée. Donc voilà, on a vraiment deux grands champs d'application. Donc on vous propose des use cases qui sont un peu les classiques de ce qu'on peut faire avec cela, que ce soit en termes d'objectifs, mais aussi en termes de design d'études. Voilà, comme ça, vous verrez à chaque fois très concrètement des champs d'application avec les bénéfices associés. Donc, on va commencer par un cas très, très retail, hein. Je veux évaluer l'accueil réservé à mon nouveau concept et éventuellement identifier des axes d'optimisation. Donc voilà, je suis un distributeur ou en tout cas j'ai un réseau sur lequel j'ai travaillé sur un nouveau concept et avant un développement au niveau national ou en tout cas à plus grande échelle. Je veux valider ça, je veux valider que ça fonctionne bien pour servir justement mieux mes clients, leur proposer une expérience client plus favorable. Donc on va vous montrer très concrètement comment on peut appréhender cette problématique. Alors d'un point de vue technique, ici, on va pouvoir partir sur une captation 360 degrés. Tout à l'heure, on était dans un Monoprix. Là, ici, je vous emmène dans un Sephora. Donc voilà, on peut naviguer de la même manière, très simplement, à droite, à gauche, devant, derrière, à 360 degrés. Et ici, on va pouvoir augmenter cette captation de différents points d'intérêt qui permettront, quand je vais cliquer dessus, vous voyez les petits points bleus, là, par exemple. Alors, je peux zoomer sur les produits pour obtenir un rendu en 4K. Je vais cliquer sur les différents points d'intérêt qui vont ouvrir des fiches produits. Sur ces fiches produits, on y met l'information qu'on souhaite, les images, des photos, des PDF, des vidéos aussi. Je peux ajouter tout cela à un panier, à une wishlist, et ainsi simuler de la mise au panier avant même de simuler un paiement.
voilà, je peux modifier mon panier. On est vraiment dans une logique web. Et dans une logique de simulation, on va pouvoir prendre des modèles 3D qu'on va concevoir pour vous, avant même que vous les fabriquiez en réel. Donc, on peut travailler très en amont au niveau d'un bureau d'études, par exemple, pour les installer directement dans la coque du magasin. Et ça a une très grande vertu, c'est que pas besoin de commencer à produire des choses, on va pouvoir les modéliser premièrement et les intégrer dans vos environnements pour savoir comment c'est perçu par les shoppers. Et du coup, après, je repasse la main à Lambert et à ses équipes avec un nouvel environnement prêt à être étudié. Donc là, vous voyez, on a vraiment un super terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on peut à la fois travailler avec quasi un stimuli ultra réaliste, hein, on est vraiment dans le magasin, et en plus, entre guillemets, on peut s'amuser avec finalement avec les shoppers, avec les consos pour quelque part travailler avec eux. Donc typiquement, si on se projette sur des designs d'études, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, vous allez retrouver finalement des designs que vous avez pu parfois travailler, mais sans forcément avoir ce super stimuli comme base de travail. Donc, si on est sur des approches qualitatives, ça nous permet de travailler vraiment sur de l'observation. On va finalement, de manière un peu en arrière-plan, observer comment se déplace, comment se comporte un shopper dans un magasin, en tout cas dans un nouveau concept. On va pouvoir conduire des entretiens accompagnés. Voilà, c'est des choses qu'on fait traditionnellement en présentiel. Là, on peut vraiment le faire, mais en étant à distance, hein, avec des approches souvent semi-directives. Donc, on va comparer souvent un ancien et un nouveau concept, hein, quand on travaille sur des remodelings ou des revitalisations de points de vente. On va pouvoir interroger aussi, en tout cas, solliciter assez facilement les vendeurs, en tout cas le personnel en magasin, pour voir comment lui, il s'approprie, comment il décode en fait un concept. Voilà, donc ça, de manière qualitative, finalement, on a une base de travail qui est super intéressante, à la fois pour du comportemental, mais aussi pour du diagnostic. Là où le dispositif prend une toute autre ampleur, c'est quand on rentre sur des enjeux de validation. C'est on va vraiment pouvoir finalement construire un design d'études en ligne. Donc là, on est vraiment sur une approche, on va dire, très, très classique hein, d'un point de vue études en ligne. On cible un échantillon et on va finalement proposer une expérience d'étude qui sera composée à la fois d'un parcours d'achat. Donc la personne, au début finalement de l'interview, fera une session shopping avec un vrai parcours. Puis ensuite, on aura un questionnement à la fois sur ce que la personne a pu faire, donc ce qu'on appelle le diagnostic comportemental. On lui demander ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu en magasin, ce qu'elle a ressenti quelque part. Et puis un diagnostic, on va dire, plus classique du concept sur des éléments d'attractivité, de compréhension et d'image véhiculée. Tout ça mis bout à bout, en fait, ça nous permet d'avoir des indicateurs qui sont vraiment à la fois, on va dire, classiques pour certains et pour d'autres très structurants, notamment les indicateurs comportementaux. On va voir des éléments de temps passé, on va identifier les zones chaudes, les zones froides. On va pouvoir mesurer la visibilité ou l'émergence, par exemple, d'un nouveau matériel merchandising. On va pouvoir piloter le niveau d'interaction, même de conversion, voilà, par rapport à des notions de taux de transformation, voilà, qui ont des impacts directs sur le panier d'achat. Donc voilà, ces données comportementales, on va pouvoir, entre guillemets, s'appuyer dessus avec en arrière-plan des échantillons qui sont vraiment consistants, sans avoir eu à déployer un dispositif, on va dire, sur toute la France. En tout cas, on le fait de manière virtuelle, donc c'est là le vrai bénéfice. Ensuite, on a toute la partie diagnostique. Voilà, on va mesurer la facilité de repérage, l'évaluation, l'image que peut véhiculer le concept, et on peut même finalement boucler avec tout ce qui est relatif vraiment à l'expérience, voilà, les indicateurs que vous connaissez de satisfaction, de NPS, les intentions de refréquentation. Voilà, donc vraiment une batterie quelque part d'indicateurs, voilà, qui sont quand même assez complets pour entre guillemets piloter et diagnostiquer un nouveau concept avant son déploiement. Donc les bénéfices, on voit bien, on n'a pas de contraintes géographiques. C'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas un seul point de vente qui fait foi. On peut vraiment faire l'étude, on va dire, en faisant fi quelque part des barrières géographiques, donc même sur du pilotage ou du déploiement à l'international, c'est quelque chose qui finalement se fait par le biais d'études en ligne. On peut être sur des volumétries consistantes, on peut avoir vraiment les cibles stratégiques de l'enseigne. Là, on était chez Sephora, donc si on veut avoir des analyses sur les clients Gold, c'est tout à fait possible, sans guillemets de
surcoûts liés à des recrutements qui peuvent être parfois un peu compliqués. On peut tester différents scénarios, différents shopping missions, et on peut même intégrer des contenus un peu plus pointus. Alban n'en a pas forcément parlé, mais on peut intégrer par exemple des écrans publicitaires, voilà, dans le magasin pour voir s'ils ont un impact sur les comportements. Voilà, on peut vraiment, entre guillemets, customiser et mettre des stimuli dans le stimuli quelque part pour piloter finalement de manière très précise la performance du concept. Oui, on peut vraiment tout faire de manière sur mesure et partir d'un environnement capté et venir l'améliorer, le changer, le modifier pour que ça corresponde finalement au terrain d'étude qui est souhaité par le donneur d'ordre. Il y a déjà 2 questions sur le chat, Lambert. Oui. Alors, une question autour de la version smartphone et ce que cela implique en tant qu'expérience immersive. Et une question sur est-ce qu'on peut capter, recréer des nouveaux HMSM sur demande, c'est-à-dire sur la base d'une liste que nous fournissons. Alors, la réponse à la deuxième question est simple, c'est oui. Ce sont bien entendu des prestations qui peuvent être faites, de venir capter, de recréer en fait les nouveaux concepts. Très clairement, c'est une application qu'on peut tout à fait mettre en place, sur la base bien entendu des autorisations préalables, des accords qu'il y a à avoir si c'est une marque versus une enseigne, ou alors c'est l'enseigne chez elle, très bien. Par rapport à la version smartphone, alors moi je vais répondre d'un point de vue technique, mais tu compléteras Lambert sur la qualité de l'étude. D'un point de vue technique, oui, des expériences captées 360 degrés, nous pouvons les faire tourner sur smartphone parce que il n'y a pas besoin en fait de ressources machines fortes pour faire tourner ça. Donc aujourd'hui, ça tourne sur un smartphone très très bien avec une très bonne expérience. Néanmoins, on est sur un petit écran. Et donc là, après, Lambert, sur un petit écran, en termes de terrain, de faire vivre l'expérience. Ouais. Je dirais quelque part, on a un peu le parallèle avec la possibilité de répondre à une étude en ligne sur son smartphone ou sur son PC. Techniquement, ça fonctionne bien, mais c'est un peu moins confortable. Donc oui, l'expérience de navigation, la fluidité, c'est vraiment très performant. Maintenant, on ne peut pas dire que ça soit aussi confortable d'être sur son smartphone. Pour autant, ce qu'on vous proposera, pour ceux que ça intéresse, c'est de vous envoyer un lien à l'issue de ce webinaire pour que vous puissiez finalement le vivre de chez vous. Là, on vous le fait vivre avec quelque part des scénarios qui ont été enregistrés, mais je pense que voilà, le plus important, c'est que vous le viviez et vous pourrez faire de l'expérience sur le smartphone. C'est quand même assez bluffant. Voilà, en plus, il y a une définition liée à la qualité des écrans sur smartphone qui est vraiment top. Donc, vous ferez votre propre opinion, mais le rendu est vraiment intéressant. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour se faire son propre opinion. Je vois qu'il y a également une question sur l'efficacité. Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité, prioriser les différents supports médias in-store? Oui, ça peut vraiment faire partie finalement de design d'études avec voilà, différentes cellules témoins, test 1, 2, 3, 4, sur lesquelles on va pouvoir piloter différents indicateurs qui vont nous permettre, juste par analyse de différentiel, voilà, avec des écarts de comportement, des écarts de visibilité, d'émergence, on va pouvoir mesurer finalement quel type de matériel in-store a peut-être le plus d'impact, à la fois visuellement, mais aussi sur les comportements face aux rayons. Dans la démonstration sur les médias in-store, on n'en a pas mis là dans la démonstration vidéo, on pourra sûrement vous fournir des éléments là-dessus, mais il y a tout loisir d'intégrer des écrans vidéo qui diffusent du contenu média vidéo, du son aussi bien entendu. Donc on peut être vraiment soumis à l'ensemble des stimuli qu'il pourrait y avoir in real life. Je vois qu'il y a des questions sur ce qu'on peut faire d'autre avec la solution. Donc, on va enchaîner sur les use cases. Il y a peut-être 2 points sur lesquels on va peut-être essayer d'apporter un élément de réponse sur les délais de mise en place et peut-être combien ça coûte. Alors, combien ça coûte, on va vous dire ça dépend forcément. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce que peut coûter, on va dire, un test avec du développement produit, développement maquette, avec une implication justement sur le terrain par rapport à des accords magasins, par rapport
des aspects logistiques, c'est incomparable. On va dire que là, on est vraiment plus proche finalement de ce que va coûter de manière assez classique une étude en ligne, avec le design d'études qu'on évoquait précédemment, avec forcément un peu de surcoût lié à la modélisation et lié à quelque part à la synchronisation des technologies de 3D et d'études. Et voilà, on est plus proche d'études assez classiques en ligne que d'études de grande ampleur, comme c'est souvent le cas sur des tests soit reconstitués avec des maquettes, soit carrément in situ. Et sur la partie timing, pour le coup, là, on peut vraiment aller très très vite. Ça, c'est la force du digital, à la fois sur la partie setup, mais surtout, et c'est là où c'est hyper intéressant, sur la partie, on va dire, itérative, quand on va vouloir commencer à faire des petites modifications pour améliorer les choses. Là, on ne va pas dire qu'on est dans le temps réel, Alban, mais on est quand même, peut être très, très, très rapide. Oui, oui, ça peut être extrêmement rapide. On raisonne en jours, hein, à peine. Hein. Un jour, 2 jours, 3 jours, pour modifier quoi que ce soit, ça y est, c'est en place. L'avantage de la collaboration Enov Retail VR, c'est une parfaite intégration de l'ensemble des outils techniques qui fait que modifier quelque part une fois, ça ne modifie pas toute la conséquence de l'étude en ligne par la suite. Donc ça, c'est un travail de fond qui a été fait, comme disait Lambert au début, avec les équipes techniques, qui nous permet justement d'être ultra réactifs aujourd'hui. Juste sur le coût, moi, il y a un coût dont j'aime bien parler, qui n'est pas forcément le budget, mais c'est le coût carbone. Tout à l'heure, on l'a dit dans les bénéfices en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous dans nos sociétés à titre personnel ou professionnel avec une vraie conscience aujourd'hui du bilan carbone qu'on peut laisser. Les règles que nous avons, nous, chez Retail VR, sur des expériences faites en terrain et en expérience immersive, sont de l'ordre de l'économie du bilan carbone de 1 pour 1000. Événements dans la vraie vie, coût carbone 1000, événements sur le virtuel, coût carbone 1. Et ça s'applique pleinement au domaine des études où justement, comme on le disait, pas besoin de commencer par fabriquer des modèles, pas besoin de faire déplacer des gens. On est vraiment sur un argument que je trouve assez intéressant et avec beaucoup de bénéfices pour tout le monde. Allez, deuxième use case, davantage sur une problématique merchandising. Alors là, on a besoin d'aller valider la pertinence de sa stratégie merch, voilà, souvent avec des enjeux derrière si on est un fabricant ou même un distributeur, hein, pour être plus impactant, soutenir les innovations. Donc voilà, une validation merch. Donc on va vous montrer là avec l'autre technologie comment on peut traiter cette problématique-là. Donc, je repars dans un magasin 3D. Dans ce magasin 3D, pour des raisons de praticité, au début, il y a quelques linéaires qui sont, on va dire, ajoutés de manière standard, photoréaliste. Vous voyez que là, tout simplement, j'ai fait ça là, il y a 2 jours, je les ai supprimés, voilà, en cliquant tout simplement sur supprimer le petit rayon. Hop, je supprime mon rayon. Au préalable, avec l'industriel, il y aurait eu les planogrammes merchandising qui auront été faits de manière tout à fait standard dans l'outil merchandising traditionnel, quel qu'il soit de l'entreprise. Aujourd'hui, nous, Retail VR, on est interfacé avec quasiment tous les logiciels du marché, donc pas besoin de s'équiper d'un logiciel en plus. Ça fonctionne avec tous les logiciels standards du marché. Ces planogrammes à plat 2D sont uploadés dans notre plateforme Retail VR et du coup, ils sont modélisés automatiquement en 3 dimensions. Et après, modélisé en 3 dimensions, je peux tout simplement faire du staging. On l'appelait retail staging, un petit peu comme on dit le home staging. On modélise chez soi, on fait un peu de staging comme sur M6 avec Valérie Damido. Donc là, c'est un peu le même concept. On va pouvoir jouer avec les rayons, les uns avec les autres, les agencer. Et là, c'est en temps réel. Voilà, ça y est, on a mis en place le nouveau rayon qui va être disponible pour l'étude. Ça n'a pas pris plus de temps que ça. C'est extrêmement rapide. La qualité des produits correspond à la qualité des photos sur lesquelles nous aurons eu la base photo pour modéliser en 3 dimensions. J'en ai profité pour ajouter, parce que je l'aime beaucoup celui-là, un petit POSM pour compléter, pourquoi pas, le test. Hop. Et voilà, et après, on va pouvoir avoir du coup ce nouveau terrain d'étude qui permet de manière extrêmement rapide, là encore la vidéo, hein,
s'excuse, la vidéo ne retransmet pas toute la qualité de ce que ça peut donner. C'est pas pixelisé dans la vraie vie. Et vous avez du coup un magnifique terrain ici pour faire des études. Alors typiquement, quand on est sur des études shopper, voilà, on aime bien monter des communautés, voilà, où on va finalement travailler depuis la naissance quelque part du besoin à domicile, voilà, avec la liste de courses écrite ou simplement en tête, jusqu'au rayon. Donc voilà, on traque, on suit finalement des groupes de shoppers sur voilà, tout ce cheminement depuis la naissance du besoin jusqu'au parcours. Donc voilà, on commence souvent par des analyses sous format de blog où chacun raconte un peu justement comment il vit le produit, les routines de consommation, les routines de shopping. Et ensuite, on bascule sur la partie, on va dire, plus expérientielle. Et ce qu'on peut faire traditionnellement, on le fait aussi bien sûr en physique, en présentiel, mais là, on a quand même d'autres possibilités qui vont s'offrir à nous. Voilà, sur la partie que nous, on appelle shopping expérience, où on va les observer face à un nouveau stimuli, hein, voir comment ils vont interagir avec, on va voir comment ils réagissent, on va leur poser des questions. Et ça, on va pouvoir le faire de manière assez itérative si on a plusieurs pistes merchandising. Et in fine, on a aussi tout ce qu'on fait de manière souvent très, très quali en groupe avec des ateliers de grouping. Voilà, on leur fait retravailler le rayon. Alors souvent, ça demande un peu d'organisation parce que bah voilà, c'est beaucoup de matériel d'études à manipuler. Or là, c'est vrai qu'on a quand même avec cet outil-là la possibilité alors de le faire avec eux. Hein, on ne va pas forcément leur donner la main, hein, mais on le fait avec eux et c'est hyper intuitif et surtout c'est en partagé en temps réel. Donc on va remodeler le rayon, on va écouter leurs idées. Quelque part, on va le co-créer ce rayon. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque part des dizaines d'études qu'on ne pouvait pas forcément faire, qu'on ne peut même pas forcément faire en présentiel. Donc là, on a vraiment dans une logique de co-création, en tout cas de travail, d'ouverture un peu aussi sur des nouvelles configurations merch. Voilà, quand on veut voir comment intégrer peut-être des nouveaux segments de produits qui viennent faire bouger un peu les lignes, c'est quand même des possibilités techniques qui sont super intéressantes. Donc là, je repars dans mon magasin. Hop, je fais vivre mon expérience, mon shopping trip avec mes shopping missions. Et par la suite, il y avait une question qui était posée tout à l'heure sur la prise en main des produits, la mise au panier des produits. Là, on va le voir, on va pouvoir directement aller dessus. Par exemple, je suis face à mon linéaire de jus de fruits. Je vais pouvoir sélectionner mes produits. Le nom du produit, sa dénomination, son prix vont pouvoir être mis. Je vais pouvoir simuler mon acte d'achat, le mettre au panier. Donc, ils ne sont pas tous à 1 euro, hein, excusez-nous. Voilà, c'était les grandes promos. Je vais pouvoir ajouter les quantités. Et alors, on a des ingénieurs formidables chez Retail VR parce qu'ils ont poussé le souci du détail jusqu'à, une fois qu'on prend un produit qui a été simulé, celui-là en 3 dimensions, hein, rapidement, quand je le mets au panier, je peux même visualiser la baisse du stock dans le rayon. Donc ça, c'est coup de chapeau à nos ingénieurs qui ont réussi à formaliser ça et pour avoir vraiment une qualité d'expérience qui soit optimale. Juste un petit mot ici sur les 3D que vous voyez des packshots produits. Ces 3D que vous avez vus là à l'instant ont été réalisés sans aucune intervention humaine. Nous avons récupéré, nous, une base image, photo JPEG classique ou un PNG détouré classique, dans une qualité tout à fait standard. Évidemment, si la qualité est dégradée, l'image 3D sera dégradée, mais si la qualité est bonne, l'image 3D sera très bonne. Et donc, c'est extrêmement simple aujourd'hui de venir mettre des nouveautés pour voir l'impact en rayon, y compris même, je suppose que tu vas en parler derrière, Lambert, des pistes packaging Tout à fait. qu'on Ouais. pourrait même tester. Complètement. Et alors, c'est vrai que pour répondre à une des questions sur est-ce qu'on peut mesurer des éléments de chiffre d'affaires, alors typiquement, quand on est sur une validation, c'était un des use cases vraiment très, très concret, sur une validation de nouvelles démarches merchandising, on va partir sur des échantillons relativement solides, voilà, au moins 500 inter, représentatifs de la catégorie, avec finalement toujours cette phase de comportement face au rayon, suivi de questionnement. En fait, derrière, on va avoir vraiment une batterie à la fois d'indicateurs comportementaux,
parce que les personnes auront vraiment eu un processus d'achat face au rayon. Elles auront pris le produit, elles l'auront mis en panier, etc. Donc, voilà, on a vraiment des indicateurs de comportement qui peuvent permettre finalement de mesurer le chiffre d'affaires du rayon à la fois à l'instant T, et on peut même recroiser ça avec les fréquences d'achat si on veut donner un peu plus de projection aux chiffres. Donc voilà, quand on veut comparer la performance entre deux approches merch, on peut avoir ces données-là, et puis de manière plus entre guillemets qualitative, hein, même si on est sur des éléments quand même des bases de répondants assez importantes, mais voilà, on a toutes ces notions de temps passé, de facilité de repérage, quelque part le plaisir de course qui peut être piloté. Et puis plus spécifiquement pour la marque, hein, qui travaille justement sur cette nouvelle implantation, qui souvent a des enjeux de prendre le lead sur la catégorie, on va pouvoir les mesurer, le niveau de visibilité à la fois de la gamme, mais aussi par référence. Donc, suite finalement au passage en rayon, on va leur montrer un certain nombre de produits, on va voir lesquels ils se souviennent. On sait que sur des linéaires comme ceci, où on a quand même une vraie largeur d'offre, l'objectif c'est quand même de maximiser quelque part la lisibilité, le parcours quelque part au sein de la gamme. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on va pouvoir évaluer. Et puis la perception, la valorisation de l'offre à travers différentes configurations merchandising, ce sont aussi des indicateurs qui vont venir compléter toujours aussi le taux d'achat, hein. C'est vraiment voilà, quel produit j'ai acheté pour la marque. Ça, c'est des indicateurs qu'on intègre aussi. Donc vraiment, le niveau des variables testées, c'est des éléments relatifs à l'expérience du shopper, au niveau de la performance de la catégorie et au niveau de la performance plus pour la marque qui soutient la nouvelle démarche merchandising. Donc ça, c'était un cas très merchandising. Le pendant, quelque part, du cas merchandising, c'est le lancement de l'innovation. C'est le dernier use case qu'on voulait vous partager. En gros, je m'apprête à faire la mise sur le marché sur une innovation. J'ai plusieurs voies packaging. Donc, je vais devoir à la fois trancher et, in fine, c'est aussi le moment de vérité. C'est la capacité d'une innovation à un moment à performer dans son environnement on va dire un peu plus hostile, c'est-à-dire en rayon, mais avec un univers concurrentiel. Et effectivement, il y avait quelques questions là-dessus. On peut aller jusqu'à faire de la modélisation haute définition en 3D. Ici, je prends un produit volontairement technique, des huiles et des lubrifiants WD-40. Ici, la modélisation, elle a été réalisée entièrement par nos soins. Donc là, on est sur une intervention manuelle pour réaliser cela. Grâce à nos outils, on a tout le reflet, les jeux de lumière, on voit le détail, les ombres, ce sont des produits qui sont métallisés, donc on voit bien. Le back-of pack a été bien entendu modélisé. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais le niveau de détail est tel qu'on peut lire les petites mentions légales écrites en tout petit au dos. Donc on peut tout à fait imaginer avoir les informations nutritionnelles et l'ensemble des mentions légales qui peuvent être sur les packaging au dos, directement modélisées. Donc là, on voulait vous montrer, donc on est sorti quelque part du rayon, mais on voulait vous montrer quand même d'un point de vue purement packaging jusqu'où on pouvait aller. Et on travaille beaucoup en ce moment donc, sur des nouveaux packaging, souvent plus éco-friendly en tout cas. Et c'est vrai que le développement des maquettes, la perception de l'usage, c'est des points finalement qui sont souvent déterminants et bon, qui imposent quelque part la prise en main. En tout cas, on peut peut-être imaginer des phases en amont qui soient justement très immersives, qui permettent aux consos déjà d'avoir des premiers éléments de réaction avec quelque part une expérience de manipulation qui est quand même extrêmement réaliste, hein. C'est pour ça qu'on a pris ce pack-là qui est cylindrique, qui est en plus avec des matières métalliques, avec un bouchon qui est assez complexe. Donc, j'ai envie de dire, on est sur une version assez sophistiquée de ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc, d'un point de vue, on va dire, étude, c'est aussi sur vraiment un travail, on va dire, plus en amont, hein, sur des travaux de recherche, sur le côté plus pack primaire, vraiment des possibilités intéressantes pour avoir des feedbacks, des interactions avec les consos. Après, si on rentre sur le premier moment de vérité du packaging, qui est celui du rayon, on va rentrer vraiment sur des dispositifs très A/B testing. En gros, j'ai une cellule témoin et plusieurs cellules test, et je vais voir finalement quelle voie pack va le plus performer,
avec là, on va dire un peu des basiques, hein, une taille d'échantillon qui doit être quand même relativement solide, à minima 250 répondants, toujours des lectures, en tout cas sur du cœur de cible, des acheteurs réguliers. Bon, on est sur une approche d'études en ligne, donc on a quand même la possibilité de cibler et sur justement des profils assez, assez pointus. Donc, si vraiment on veut être sur des heavy users, son cœur de cible, c'est tout à fait possible. Et on va avoir une expérience d'étude, là, qui sera une nouvelle fois composée d'une session d'achat, hein, avec une consigne de course, suivie d'un diagnostic comportemental et d'un diagnostic pack. Si on regarde un peu les indicateurs qu'on va avoir, hein, ça va être vraiment très proche de ce qu'on peut avoir sur du linéaire reconstitué sur Bash, mais quand même avec un niveau d'expérience qui est tout autre. On va avoir l'émergence de la marque, on va avoir le taux d'impact visuel, le taux d'achat, on va avoir les éléments relatifs aux raisons d'achat ou de non-achat. Donc vraiment tout ce qui permet à un moment de décider du go-no-go, voilà, sur des indicateurs très business, très prédictifs de la performance d'un produit avec telle ou telle voie packaging. Et puis après, toute la partie diagnostic, on voit qu'on a vraiment la possibilité de zoomer de manière très qualitative, donc sur le diagnostic pack, sur l'image véhiculée par le produit, que ce soit sur l'image produit, les occasions de consommation, on peut vraiment tout tracer dans un design d'étude qui est assez fluide, voilà, qui est finalement quelque part assez classique pour un participant, si ce n'est qu'il aura vraiment eu cette expérience de shopping. Donc les bénéfices, on le voyait, hein, c'est l'A/B testing, c'est le fait de quand même pouvoir tester un grand nombre de voies et de faire de l'itératif. On y vient, hein, c'est que quand on commence à tester par exemple des allégations sur le pack, quand on veut vraiment essayer d'optimiser les choses, on peut assez facilement relancer une cellule sans finalement repartir sur à la fois des délais et des coûts trop importants. On peut bien sûr s'appuyer sur des échantillons solides. On peut tester différentes consignes de course. Ça, c'est un point qui est important. J'ai envie de dire, la consigne de course générique, elle n'existe pas vraiment. On sait très bien que voilà, c'est pas parce que le shopper n'a pas tout écrit sur sa liste de courses qu'il n'a pas des choses en tête. Donc, on peut travailler sur des consignes de course qui soient liées à des nouvelles occasions, si c'est un des objectifs du packaging, à des nouvelles motivations d'achat. Et là, ça permet vraiment, par rapport aux enjeux de l'étude, de s'assurer qu'une rénovation pack répond bien justement aux enjeux visés. Et puis, on peut aller un peu plus loin sur des designs d'études un peu plus sophistiqués, hein, pour essayer d'être plus prédictif. On peut modifier le mix prix promo. Voilà, on peut évaluer la performance d'un lancement avec un soutien promo. On peut faire bouger les prix de la concurrence. Ça peut être voilà, des éléments vraiment intéressants par rapport à la performance et par rapport à un lancement. Puis on peut même injecter des stimuli publicitaires en amont. En amont étant, on va dire, quelques minutes avant, voire beaucoup plus tôt, une semaine avant, avec des écrans publicitaires justement qui intègrent la notion de démémorisation, voilà, dans le cadre on va dire, d'une exposition un peu plus real life à de la publicité. Donc voilà, on voit quand même que le champ des possibles là-dessus est vraiment intéressant, avec, on dirait à la fois cette valeur ajoutée du comportement, hein, du vrai achat face au rayon, mais aussi de dizaines d'études qui peuvent être assez sophistiquées, très sur mesure en tout cas par rapport aux enjeux et aux objectifs qui sont visés. Pour peut-être concrétiser un peu tous les use cases, on vous a donné quand même les principaux bénéfices. Alors, il y en a un certain nombre. Hein. Alors, les coûts optimisés, on en a pas mal parlé, que ce soit à la fois sur le développement du matériel, mais aussi sur le fait d'être sur des approches en ligne, le fait de maîtriser pleinement les implantations, voilà, en tout cas les conditions d'études, hein, merchandising, concurrence, les variables du mix, le fait de finalement proposer une expérience qui soit simple pour le participant. Voilà, c'est une simple URL. Voilà, il est chez lui devant son ordinateur, voilà, en télétravail ou autre. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre. Les échantillons sont à la fois larges, mais j'ai envie de dire, ils sont surtout très précis. Voilà, et par rapport à des enjeux d'analyse fine et fiable, c'est un des principaux atouts. Et bien sûr, l'application Calicanti est très évidente, hein, on l'a vu à travers les use cases. Et d'une manière générale, c'est vrai que c'est cette notion d'agilité, en tout cas, c'est des designs d'études et c'est un mode de fonctionnement du fait on va dire, de la technologie 3D qui, de nature, est très agile parce que finalement, la moindre modification se fait quasi d'un coup de pinceau.
pour Ok. peut-être reboucler avec justement comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces sujets, hein. C'est donc toute l'expertise d'Enov sur les problématiques retail et shopper, donc sur les problématiques, on va dire, d'espace de vente physique, de points de vente physique, mais aussi shopper, donc plus sur la partie comportementale. On peut forcément, avec tous ces, on va dire, tous ces modules et tous ces dizaines d'études, vous accompagner alors à différents niveaux, que ce soit sur des problématiques plus de compréhension, d'exploration ou d'innovation et de test. Les use cases étaient très centrés sur des tests très, très concrets avec des nouveaux stimuli. Et ça, finalement, sur tous les secteurs sur lesquels on peut intervenir, voilà, qu'on soit finalement un acteur du marché de la banque avec des réseaux d'agences, qu'on soit un acteur du food, de la beauté ou du beverage sur la partie GMS, qu'on soit un acteur du télécom ou de l'automobile avec des boutiques, des agences, on voit que le champ des possibles est quand même vraiment important, à la fois sur des concepts retail et sur des problématiques plus merchandising, le cas échéant. Tu avais encore 2-3 questions là dans le chat, Lambert. Alors, est-ce qu'on peut regarder effectivement de la liste des ingrédients, les informations spécifiques sur le pack? Je pense que ça, effectivement, on a vu qu'on pouvait avoir un niveau à Oui. la fois de zoom et une facilité de lecture quand même qui est Mm. assez facile. Euh, alors, quel serait le coût pour une étude de 80 shoppers, par exemple? Je pense que là, il faut qu'on s'en parle parce que c'est vrai que ça dépend vraiment des. J'ai envie de dire, c'est 80 interviews en ligne avec une expérience d'interview un peu plus longue et l'intégration d'un module de VR. Donc, on peut vous donner des estimations assez rapides, mais concrètement, pour vous donner peut-être au moins un premier étalon sur un test packaging, une cellule témoin, une cellule test, avec des échantillons quanti assez solides, on sera à moins de 20 000 euros pour ce type d'étude, avec donc le diagnostic comportemental et le diagnostic packaging. Ce qu'on vous propose, c'est donc on en parlait tout à l'heure, pour ceux qui seront intéressés, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On peut vous envoyer un lien pour que vous puissiez, vous aussi, entre guillemets, vous plonger dans l'expérience de shopping, pour que vous puissiez vivre vraiment le parcours en magasin, que ce soit le parcours en magasin virtuel ou en environnement capté. Comme ça, vous ferez votre propre expérience. Et puis voilà, vous pourrez aussi vous projeter peut-être sur des dizaines d'études, comment on les présenterait à travers les use cases. En tout cas, vous verrez que d'un simple clic, ça vous permet de rentrer dans les magasins, dans les rayons, de manière très, très simple et très, très naturelle. Merci pour pour votre attention. Alban, je ne sais pas s'il y a un dernier élément que tu souhaiterais peut-être partager. Essayez, vous verrez. C'est super. C'est l'adopter. Voilà, essayer, c'est l'adopter. Non, je pense que c'est oui, c'est pas mal de conclure là-dessus parce qu'il faut, en essayant, je pense que vous allez vous apercevoir de la robustesse statistique qu'on va pouvoir faire, de la flexibilité sans pareil qu'on est capable de proposer justement avec ces méthodologies-là. Et moi, j'aime bien mon côté écolo aussi, c'est pas mal d'économiser un peu de carbone à la fin. Donc, en tout cas, merci Lambert pour ce webinaire. Merci Merci aux Alban. voilà. Merci à tous pour votre attention et pour votre présence. Voilà, dans ces agendas un petit peu chahutés. Mm. On est ravis de vous avoir vu aussi nombreux. Et puis, écoutez, on est à votre dispo pour se plonger dans des expériences shopping virtuelles, mais bientôt réelles aussi. Voilà, on est à votre écoute. À très bientôt. Merci à tous.